Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi d'animer aujourd'hui cette table ronde webinaire numéro 3 d'une série de 4 sur la semaine, sur cette semaine d'octobre 2020. Une semaine inscrite sous le prisme de l'économie circulaire, hein, demain le textile au fil de l'économie circulaire. Vous êtes nombreux à participer à cette série de webinaires et je vous remercie évidemment. Cette semaine aujourd'hui est organisée par un certain nombre de partenaires que je tiens à citer ici. Le CIRID que je dirige et qui anime notamment en Auvergne-Rhône-Alpes le réseau Éclaira, le réseau de l'économie circulaire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la fois un centre de ressources et un réseau social de professionnels, près de 1200 professionnels inscrits sur ce réseau. Tectera, qui est également partenaire de cette semaine, tout comme Unitex, et la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui soutient financièrement notamment l'organisation de cet événement. Je resitue donc cette table ronde dans un calendrier de la semaine et déjà 2 webinaires se sont tenus hier. Vous pouvez retrouver, donc vous pouvez retrouver les enregistrements sur les plateformes et notamment sur la plateforme Éclaira et ainsi que sur les sites des différents partenaires. Vous trouverez tous les liens. La conférence d'aujourd'hui est également enregistrée. Je précise d'ores et déjà qu'en tant que participant, vous pouvez nous envoyer vos questions à travers le module chat. Vous pouvez nous poser vos questions. Les intervenants y répondront sur cette heure 30 de réunion. Et puis demain, évidemment, 4e séquence, vous aurez également moyen encore de vous inscrire. Nous vous transmettrons en fin de réunion le lien si vous n'êtes pas encore inscrit. Voilà. Vendredi, un rendez-vous d'affaires ici même à la Villa Creatis à Lyon, dans le 9e arrondissement. Alors, nos intervenants aujourd'hui, notre panel de contributeurs, je les cite et je le remercie encore de s'être rendu disponible. Carole Garbowski pour l'IFTH, qui est consultante formatrice réglementation, qui travaille en particulier sur les EPI. Karine Sfar, déléguée générale de la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire, je crois que vous êtes à Paris aujourd'hui. Refashion, ex-Eco-TLC, qui sera représenté par Cécile Martin, chef de projet innovation et recyclage. Et puis Eric Boel, dirigeant des tissages de Charlieu. Nous terminerons ce webinaire avec une intervention riche, néanmoins, de Léonard Boniface de l'ADEME et en duo avec Cécile Bernard de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui travaille à la direction de l'environnement et de l'énergie, au service programmation et études plus particulièrement. Alors, je vais faire une petite introduction pour mise en contexte de cette semaine et en particulier de cette table ronde, quelques chiffres. On va parler d'économie circulaire, hein, donc de l'éco-conception à la fin de vie, et au traitement de fin de vie, voire au prolongement de cette fin de vie des textiles aujourd'hui. Donc quelques éléments chiffrés. Aujourd'hui, l'industrie textile, c'est une très forte production de vêtements chaque année, de mise en marché, près de 100 milliards. Une quantité de vêtements mise en marché qui a doublé entre 2000 et 2014. Ça, c'est une donnée mondiale. Hein. Pour la France, ce sont 2,6 milliards de textiles, d'habillement, de linge de maison et de chaussures qui sont mis en marché sur la France par an. Hein. Donc, une donnée importante de volume pour commencer. Une tendance ensuite de consommation que je vous redonne avec la tendance qu'on appelle fast fashion, hein, qui consiste pour le consommateur aujourd'hui, c'est une tendance de conso à considérer le vêtement comme une denrée, un produit de grande consommation, de biens de consommation courante. Sur la production de textile, c'est aussi vous dire que c'est une industrie qui est énormément consommatrice d'eau, qui a une forte dépendance aux énergies fossiles. 60% des fibres textiles sont en matière synthétique. Dire qu'également c'est une industrie qui est polluante. Alors voilà, on va trouver aujourd'hui des leviers à travers ce qu'on appelle la norme et la réglementation, mais se dire qu'aujourd'hui la teinture, il y a des processus, des procédés autour de l'industrie qui sont fortement polluants.
Aujourd'hui, on va donc parler plutôt de normes et de réglementation. On aura une dernière intervention, une deuxième partie sur les dispositifs d'intervention de l'ADEME. Donc, on va évidemment parler de la loi AGEC, hein, cette loi de février qui encadre cette production jusqu'à cette fin de vie des produits. Donc, ce sera plutôt une intervention faite par Karine Sfar qui nous donnera, au-delà des éléments de langage, quelques applications concrètes, alors que les décrets sont pour certains publiés, d'autres en cours de rédaction. Mais on verra effectivement que cette loi vient encadrer en France aujourd'hui un certain nombre de pratiques, de la conception à l'industrie, au traitement de fin de vie, jusqu'au consommateur, notamment par son information par les metteurs en marché. Voilà, on parlera évidemment de la REP, puisque cette loi vise à renforcer notamment la responsabilité élargie des producteurs. Voilà. On démarre. Je vais donner la parole à Carole Garbowski. Je rappelle, participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous les traiterons. Carole, je vous donne la parole. Vous représentez ce matin l'IFTH et vous allez en particulier nous donner des éléments de langage, nous aider à comprendre normes, réglementations, labels, de quoi parle-t-on, pour nous permettre de nous situer sur le sujet ce matin. Carole, la parole est à vous. Merci Denis. Donc, je suis Carole Garbowski, je travaille à l'IFTH, j'accompagne les industriels dans leurs projets de développement et de mise sur le marché, plus particulièrement sur les équipements de protection individuelle, les vêtements de protection professionnels, les gants de protection, les articles sport et loisirs. Alors, à l'écran, on va peut-être faire défiler le PowerPoint. J'avais préparé une petite rapide présentation d'IFTH pour vous situer le contexte. Je vais l'activer. Allez-y, commencez. Bon, j'avance. Donc, IFTH, Institut français textile habillement, a été créé en 2000 pour permettre aux entreprises de la filière mode textile habillement d'améliorer la qualité de leurs produits, de produire plus vite, moins cher. Nous sommes en fait un centre technique industriel, c'est-à-dire que nous sommes un centre d'expertise, d'innovation, qui propose diverses offres sur mesure aux industriels. On a 3 grandes offres principales. On accompagne les industriels sur leurs produits au travers de veilles technologiques jusqu'à la réalisation de prototypes. On les aide à qualifier au travers de notre labo les performances, contrôler la qualité de leurs produits. On les accompagne également sur leur process industriel, un diagnostic industriel jusqu'à l'intégration d'une technologie, d'une nouvelle technologie. On analyse leur processus, qualité, on va travailler également sur le recyclage. Et enfin, dans les 3 thématiques, la dernière thématique sur laquelle on peut aider les industriels, c'est on les accompagne dans leurs ressources humaines au travers de formations, d'informations, de coaching, de partage de connaissances avec l'intégration de bonnes pratiques. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce que vous permet d'avoir IFTH, je vous invite à consulter notre site internet www.ifth.org. Je ne sais pas, Denis, si la présentation s'affiche. Je ne la vois pas, moi. Oui? Non? Non? Bon, c'est pas grave. Par contre, moi, j'entends pas, donc j'espère que tout le monde m'entend. Oui, on fait un petit peu avec la technique ce matin. Voilà, normalement, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc, alors, pour ma part, donc, je vais intervenir sur, comme j'accompagne les industriels, très souvent, l'accompagnement, il commence par une clarification de langage, de vocabulaire. Et donc, je vais clarifier un petit peu 2 termes. 3 termes en fait, réglementation, normes, label. Les termes réglementation, normes sont parfois confondus à tort parce qu'en fait, ils diffèrent mais vraiment fondamentalement par nature. Alors, le premier thème, ça va être le premier mot important, qui est important pour un industriel lorsqu'il va mettre un produit sur le marché, c'est le terme réglementation. La réglementation, en fait, relève des pouvoirs publics. Elle est l'expression d'une loi, d'un règlement, et son application est obligatoire. Elle est imposée. A contrario, une norme, elle, revêt un caractère volontaire. Je vais détailler un petit peu plus tout ça. Donc, quand on va mettre un produit sur le marché, un article textile par exemple,
Eh ben, il faut d'abord comprendre le marché sur lequel on intervient, on va mettre son produit. Merci, parfait. Il peut exister différentes réglementations, différents textes réglementaires à appliquer. Parmi les réglementations européennes, par exemple le règlement REACH, que tout le monde connaît. Dans le textile, on peut parler du règlement 1007-2011 relatif à la dénomination des fibres textiles, de l'étiquetage. Vous savez, quand on achète un vêtement, il y a l'étiquette de composition. Ben, ça, c'est réglementé par un règlement européen. Personnellement, moi, je m'occupe du règlement EPI qui impose aux fabricants, avant de mettre un vêtement de protection sur le marché, de passer par un processus de certification par une tierce partie, des contrôles. La loi AGEC est une loi française, c'est un texte réglementaire, on va en parler tout à l'heure. Il y a des décrets aussi en France qui vont concerner des articles textiles, comme le décret articles de literie, qui vont concerner des articles de literie comme les coussins, les traversins, les oreillers, les couettes. Donc on voit, en fait, l'industriel doit en premier lieu se préoccuper de s'interroger en fait sur la réglementation qui va s'appliquer sur son produit avant toute mise sur le marché. Alors, ces réglementations sont très souvent des génériques, écrits de manière transversale pour s'appliquer à tout type de produit. Et souvent, ce qui manque, c'est la manière, comment on va appliquer ces réglementations. Et c'est là qu'arrive la norme. Donc, la norme, c'est un cadre de… Alors, hop, on revient en arrière, juste avant le slide avant. Sur les trois, merci. La norme, en fait, va fixer un cadre de référence, elle va définir des exigences de qualité, de sécurité, de performance. Voilà, le textile va devoir résister à telle traction, avoir telle solidité coloris, résister au feu, etc. Elle est utilisée, la norme, par les industriels qui vont vouloir concevoir des produits selon une réglementation, par des laboratoires, des utilisateurs grands comptes qui vont écrire des cahiers des charges. Elle va établir en fait un langage commun, reconnu par tous. Il faut savoir que seul 1% de toutes les normes qui existent dans tous les secteurs industriels sont obligatoires. Pour tous les secteurs de l'industrie en France, seul 1% des normes sont obligatoires. Et dans le domaine du textile habillement, il y a une seule norme obligatoire. C'est la norme NFG 30-102 qui permet de déterminer la pression de contention, des bas de contention. Donc, vous voyez, les normes il faut vraiment retenir que les normes doivent rester à leur place, à savoir être des référentiels techniques, des outils pour appliquer une réglementation. Quand on parle de réglementation et de normes, très souvent, derrière, moi, j'arrive et je parle également de labels. On voit de plus en plus de labels qui sont là pour différencier, valoriser un produit. Un label est délivré par une tierce partie, un organisme indépendant, un laboratoire, sur la base de contrôle produit, également d'audit, permet de se différencier, de rassurer un consommateur, d'appuyer l'achat responsable, engagé. Parmi les labels les plus connus, bien sûr, il y a le label Ecotex Made in Green, je reste dans le domaine du textile, qui apporte l'assurance que les textiles sont sûrs pour la santé des consommateurs, c'est-à-dire ne contiennent pas de produits chimiques nocifs, permet également d'apporter l'assurance que ces produits sont fabriqués de manière durable, socialement responsable. Il y a le label GHOST, qui est un label mondial qui certifie l'origine biologique des textiles. L'écolabel, label européen qui évalue l'impact environnemental des produits tout au long de leur vie. Ce sont des labels d'application volontaire. Et on a aussi des labels d'origine, c'est-à-dire sur l'origine de fabrication du produit. Par exemple, le label France Terre Textile, qui est un label sur l'origine de la production, qui permet de répondre à des questions sur comment, dans quelles conditions sont réalisés le textile. J'ai participé à la mise en place aussi d'un nouveau label, label Savoir-faire ensemble, pendant la période de confinement sur les masques, pour valoriser la qualité, l'origine des masques grand public qui sont produits aujourd'hui en France. Donc, voilà, une fois que j'ai bien clarifié ces trois termes, réglementation, caractère obligatoire, normes, outils, qui vient en appui de la réglementation, label qui est là pour se valoriser, et si on revient un petit peu sur la thématique de l'économie circulaire dans la filière textile, pour illustrer tout ce que je viens de vous présenter, donc on peut prendre la loi AGEC, donc Karine vous en parlera plus en détail. Donc, les producteurs, les importateurs, les distributeurs auront des obligations d'éco-conception, de communication, de transparence, traçabilité. Et aujourd'hui, comment communiquer par exemple sur cette
durabilité des articles textiles, et ben c'est là que, par exemple, les normes vont arriver comme étant des outils pour appuyer, pour aider à mettre en évidence la durabilité au sens durée de vie de ces vêtements. On a demandé aux experts textiles habillement de travailler sur une norme au travers via le BNITH, Bureau de normalisation industrie textile habillement, je fais partie. On va travailler sur comment, en gros, qualifier la durabilité d'un vêtement, c'est-à-dire est-ce que c'est sa couleur, ses résistances à la déchirure, etc. Permettre de communiquer plus simplement vis-à-vis de l'utilisateur final, le grand public. Elle va permettre, cette norme permettra à terme d'afficher une notion d'une manière harmonisée. Elle sera reconnue par le consommateur. Elle permettra de le rassurer, du coup, dans son acte d'achat. Elle va donner une méthodologie de travail également pour les laboratoires. Parmi les normes qui peuvent graviter autour de cette loi AGEC, on peut citer la norme expérimentale XPX 30901, c'est pas un nom de robot, hein, c'est via une dénomination d'une norme qu'on peut se procurer auprès d'AFNOR, qui concerne plus précisément des systèmes de management de projets d'économie circulaire. Cette norme propose des exigences, des lignes directrices pour améliorer la performance environnementale et économique, aider les industriels qui veulent contribuer au développement d'une économie circulaire. Donc, on voit bien qu'au travers de tous ces exemples, j'ai cité quelques exemples de normes qui peuvent venir en appui de la loi AGEC. On peut terminer peut-être en s'interrogeant sur la norme favorise-t-elle l'innovation? Parce qu'on a tendance des fois à croire que la norme va figer l'innovation. Eh bien, si elle est bien utilisée et bien comprise, je dirais que oui. La norme favorise la diffusion de l'innovation. Elle crée des conditions favorables de partage d'informations, d'échange entre les industriels quant à la mise au point. Elle fait un état de la technique. Elle aide au développement de nouveaux produits. Il ne faut pas qu'elle soit perçue, par contre, comme étant quelque chose, un document strict à respecter. Les industriels doivent rester créatifs, doivent conserver la norme comme étant un outil. Et à terme, elle peut également être un atout pour accéder à un commerce international, européen, international, puisqu'elle va harmoniser en fait le langage, le discours et faciliter la compréhension de tous. Voilà. Merci, Carole. Alors, effectivement, effet levier, système dans lequel les entreprises peuvent se mouvoir, hein, trouver des solutions. La norme n'est pas que contrainte, c'est un cadre qui permet aussi d'innover, de créer et se positionner différemment sur le marché. On va rentrer un peu plus dans cette loi AGEC de février 2020 et propose à Karine Sfar d'activer sa caméra, de nous rejoindre. Vous allez nous présenter cette loi dans les grandes lignes et puis nous dire finalement comment est-ce que ça va jouer pour les entreprises, comment est-ce qu'elles vont faire évoluer leurs procédés, leurs éléments, leurs démarches d'innovation et l'accès au marché jusqu'au consommateur. Voilà, je vous donne la parole et je désactive ma caméra. Quand je la réactiverai, ça voudra dire que vous ne serez pas loin de vos 10 minutes, Karine. Ok, très bien. Merci, Denis. Donc, je vais d'abord, merci de m'accueillir dans ce colloque sur l'économie circulaire. Donc, je suis Karine Sfar, je suis déléguée générale de la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire. Donc, la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire, c'est une organisation professionnelle qui dépend de l'Union des industries textiles. Donc, on est dans le réseau de la partie organisation professionnelle textile. Vous avez là aussi en région, donc Unitex, qui est le syndicat régional textile sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, au niveau de la Fédération de la maille, indépendamment de toute une activité de lobby comme toute organisation professionnelle, on a développé un certain nombre d'expertises sur certains sujets qui nous permettent de mieux répondre à nos adhérents, de proposer aussi des solutions de formation, d'études, de conseils et donc aussi derrière, en se spécialisant et en ayant une expertise sur certains sujets, de pouvoir accélérer et porter des messages plus forts au niveau des pouvoirs publics, à la fois français, mais aussi européens, puisqu'on est en lien aussi, bien sûr, avec Euratex, qui est notre organisation professionnelle européenne, puisque maintenant, beaucoup de choses se passent quand même
au niveau de l'Europe, voire à l'international. Donc, parmi les différentes expertises, on a développé au niveau de la fédération une expertise importante aussi que certains d'entre vous connaissent peut-être sur tout ce qui concerne la partie juridique réglementaire, donc la réglementation produit. On travaille pas mal aussi en lien avec l'IFTH sur ces sujets et aussi toute une partie sur la partie de la RSE, l'environnement, toute la partie développement durable au sens large, avec prioritairement au début, on était beaucoup quand on a commencé à parler d'environnement dans la filière textile et de réglementation environnementale, on était beaucoup sur toute la partie des substances chimiques avec notamment l'apparition du règlement REACH dans les années 2006, où ce règlement, assez rapidement, on croyait, l'ensemble des personnes croyaient beaucoup que ça allait être un règlement uniquement destiné au secteur de la chimie. Et en fait, ce règlement, comme vous le savez tous, c'est un règlement qui s'applique sur tous les secteurs d'activité, puisqu'en fait, les substances chimiques sont utilisées dans la totalité, dans un grand nombre, en tout cas, de secteurs d'activité. Et en fait, donc, dans le règlement REACH, c'est non seulement l'utilisation de ces substances, mais derrière, de l'utilisation pour des secteurs bien particuliers, avec donc à chaque fois un couple substance-utilisation qui doit être passé en revue afin d'être dans des conditions les plus safe possibles, à la fois pour l'environnement, pour l'utilisateur de ces substances. Donc là, on parle des salariés, mais aussi, bien sûr, pour ces substances qui vont se retrouver dans les produits, et notamment les produits textiles. Sur la partie, donc après toute cette partie environnementale, les choses ont beaucoup évolué sur toute la partie plutôt RSE, responsabilité sociale et sociétale des entreprises, avec une prise de conscience des entreprises sur tous ces sujets et notamment une meilleure connaissance sur tous leurs achats responsables, sur le travail avec leurs fournisseurs, avec leurs clients et progressivement aussi vers en fait tout un projet sur la mise en place de l'économie circulaire, donc avec tout ce qui va concerner de l'éco-conception, de l'information, de la traçabilité vis-à-vis du consommateur. Et c'est dans ce cadre-là qu'a émergé la loi dite AGEC, donc qui est une loi franco-française, qui a été publiée le 10 février 2020 et qui a été en fait une loi qui émerge d'une suite de pas mal de choses qui ont été développées en France, notamment le Grenelle de l'environnement qui s'était mis en place dès les années 2010-2011, la feuille de route économie circulaire qui a été mise en place aussi avec des grands principes, donc la FREC, je pense que vous en avez tous entendu parler, et en fait la loi AGEC est un peu l'émergence de tout ça qui concentre un certain nombre de différents points sur cette transformation à la fois pour les entreprises, mais aussi pour la partie consommation vers une économie plus circulaire, plus encadrée. Donc, comme je vous le disais, cette loi qui a été publiée le 10 février 2020 va en fait entraîner les entreprises, mais aussi les consommateurs, qui seront aussi, eux, très partie prenante dans une transformation qui va être assez importante et en profondeur, avec une volonté et qui est déjà de toute façon des choses qui sont anticipées par l'ensemble des industriels, des distributeurs, d'optimiser le cycle de vie des produits mis sur le marché, d'allonger leur durée de vie, d'essayer d'avoir des produits qui sont plus éco-conçus, donc qui ont moins d'impact environnemental sur la totalité des différents impacts, que ça soit le CO2, donc qui va derrière influer sur le climat, l'eau, sa consommation, mais aussi sa pollution. L'objectif aussi de cette loi et dans lequel les entreprises ont un rôle à jouer, c'est de travailler sur tout ce qui est favoriser le réemploi, mieux collecter. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler de l'interdiction de détruire les invendus. C'est quelque chose donc très important d'être sur une seconde vie à la fin de nos textiles, puisque là on parle de la filière textile, pour favoriser le réemploi ou alors de s'orienter aussi vers une réutilisation ou un recyclage. C'est aussi des réflexions sur des intégrations d'un taux minimal de matières recyclées dans les produits. Donc le recyclage, les fibres recyclées, c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus depuis un certain nombre d'années. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du polyester, mais maintenant aussi au niveau du polyamide. Il y a un travail aussi sur toute la partie des fibres naturelles avec du coton recyclé. Donc, c'est aussi travailler donc beaucoup plus sur préférer le don à la destruction. Donc là, ça fait vraiment allusion à ce que je vous disais sur le caractère d'interdiction de détruire les invendus.
Donc, tout ça dans une logique de ne plus jeter, de ne plus gaspiller, de mieux produire et de produire plus durablement. Mais tout ça en lien avec une information vis-à-vis du consommateur. Donc, on est à l'heure actuelle et encore plus dans cette période Covid, sur un consommateur qui souhaite être de mieux en mieux informé, qui recherche de l'information et de l'information plus uniquement à la fois du prix, de l'entretien, etc., mais réellement sur une traçabilité, une transparence de ces produits. Donc cette loi, en fait, elle met en place un certain nombre d'articles, donc il y a un grand nombre d'articles dans cette loi, et derrière, tous ces articles qui posent des grands principes doivent être en fait déclinés au niveau de leur modalité d'application sur des décrets, des dispositions réglementaires, des décrets, des arrêtés qui seront là selon les articles déclinés par secteur d'activité et qui permettront en fait réellement d'avoir les modalités pratiques. Donc, je vais passer en revue quelques articles de cette loi, parce qu'il y en a nombreux articles, pour vous donner quelques exemples clés et grands principes sur lesquels il va y avoir en fait des choses à mettre en place, ou en fait de continuer et de mettre en place des choses qui ont déjà été à l'heure actuelle bien entamées par un grand nombre d'industriels. Donc, une partie importante de cette loi, c'est ce que je vous disais, c'est l'information du consommateur. Donc, sur cette partie-là de l'information, il y a un article 13 très spécifique de la loi qui va obliger en fait à avoir une obligation d'information du consommateur sur des qualités et caractéristiques environnementales des articles commercialisés. Donc, quand on parle de qualité, caractéristiques environnementales, là, principalement, ça va être des choses où par secteur d'activité vont être listées les informations qui seront obligatoires de transmettre aux consommateurs. Donc, ça va être peut-être l'incorporation de matières recyclées, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, donc là, dans le sens durée de vie des produits. Donc, tout à l'heure, Carole en a parlé et on travaille du coup sur une norme pour essayer de cadrer les choses sur cette durée de vie des produits. On va pouvoir parler de compostabilité, réparabilité, mais aussi tout ce qui est recyclabilité, présence de substances dangereuses et aussi en fait toute une information qui va se développer beaucoup plus sur tout ce qui est les primes et les pénalités d'écomodulation. Alors sur la partie écomodulation, tout à l'heure, vous allez avoir une intervention de Cécile Martin de Refashion, qui est donc notre éco-organisme au niveau de la filière éco-TLC. Et donc, il y a sur cette partie d'éco-organismes qui se pratique sur la totalité des éco-organismes, un système d'éco-modulation où selon si vos produits répondent à certains critères, et là notamment on est sur des critères d'amélioration environnementale et sociale, ou sociale, on va avoir en fait du coup le taux de la partie de la taxe pour cet éco-organisme, donc qui peut être modulé en faveur justement par exemple d'un produit qui va être plus durable, qui va présenter des caractéristiques environnementales plus fortes. Donc il y a déjà des choses au niveau de l'éco-organisme textile qui intègre une partie d'éco-modulation quand vous répondez à certains critères. Peut-être que Cécile vous en parlera derrière, mais ce sont des choses qui vont être encore plus amplifiées. Donc, toute cette information du consommateur, elle va avoir lieu, comme à l'heure actuelle, les voies de marquage, d'étiquetage, d'affichage. Et tout ça sera précisé dans un décret d'application et c'est une date de mise en application à partir du 1er janvier 2022. Autre partie importante de la loi, Denis, je veux bien que vous avanciez. Donc, c'est toute la partie sur l'affichage environnemental. Donc, l'affichage environnemental, beaucoup d'entre vous ont dû en entendre parler. Donc, c'est à l'heure actuelle un dispositif de la loi, de l'article 15, qui est un dispositif volontaire d'affichage environnemental ou d'affichage environnemental ou social. Là aussi, ça sera une information qui sera disponible par voie de marquage, d'étiquetage ou tout autre procédé. Donc, à l'heure actuelle, il y a deux choses sur l'affichage environnemental. Une partie sur la partie purement française qui est dans la loi avec une expérimentation qui a été initiée lors de cette publication de la loi. Donc, c'est une expérimentation sur 18 mois qui a été lancée officiellement par le ministère de l'écologie, qui est menée par l'ADEME. Et derrière, par rapport à ça, c'est une méthodologie à suivre. Donc, c'est un dispositif volontaire si les entreprises veulent afficher leurs caractéristiques environnementales. Et c'est en lien avec ce qui avait déjà été commencé lors du Grenelle
de l'environnement où il y avait eu déjà une expérimentation dans les années 2011. Donc, une certaine méthodologie, des référentiels ont déjà été mis en place. Il y a une base de données sur les impacts environnementaux des produits qui existent. C'est la base impact qui est développée par l'ADEME. Et donc, les entreprises peuvent aller aujourd'hui encore plus loin sur cette expérimentation avec un affichage qui est encadré avec des notes A, B, C, D, E qui correspondent en fait à un certain critère environnemental. Sur l'affichage environnemental, donc l'autre partie, c'est la partie européenne. Je veux bien que vous avanciez, Denis. Sur la partie donc de l'affichage environnemental au niveau de l'Europe, puisque cet affichage environnemental qui est dans la loi AGEC avec une possibilité d'expérimenter, on est sur du volontaire, mais à terme, en fait, est clairement inscrit que si l'affichage environnemental devient en fait obligatoire au niveau de l'Europe, il deviendra obligatoire aussi donc en France et en priorité sur les produits textiles. Donc, il y a un groupe de travail européen qui travaille sur ces sujets qui est le PEF, donc les Product Environmental Footprint, et il y a un groupe de travail donc dans ce cadre du PEF générique qui travaille plus spécifiquement sur toute la partie donc vêtements et tout ce qui est aussi chaussures. Donc, c'est un projet qui est en cours depuis 2013 avec une fin prévue en 2022 qui couvre plusieurs produits. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et pour chacun de ces produits va correspondre en fait un référentiel, une manière de calculer l'impact environnemental. Et donc, cette partie-là va reposer bien sûr sur une collecte de données qui va être assez importante, mais aussi en fait, toute cette partie de l'affichage environnemental repose en fait sur le principe de faire des analyses de cycle de vie des produits. Donc, quand on parle d'analyse de cycle de vie, on couvre l'ensemble du périmètre de la production, mais aussi de la distribution, de l'utilisation et de la fin de vie du produit, avec un certain nombre derrière d'impacts environnementaux qui sont mis en exergue et sur lesquels derrière on va s'apercevoir, selon des catégories de produits, selon des fibres utilisées, de travailler sur l'amélioration de ces impacts. Et donc là, en fait, tout ceci est un peu aussi une base sur l'éco-conception des produits pour améliorer la partie de l'impact global de son produit, mais tout au long de son cycle de vie. Donc là, on s'aperçoit aussi que le consommateur a tout à fait un rôle à jouer dans cette partie aussi de l'utilisation, puisque plus l'utilisateur va laver son produit à une température élevée, va le mettre au sèche-linge ou autre, là, vous voyez bien aussi que lui-même est acteur sur cette partie de son impact environnemental sur certains critères. Pareil, derrière, à la fin, c'est l'utilisateur aussi qui est maître un peu de la fin de vie de son produit. Donc, toute une partie sur le recyclage, la réflexion de plus de jeter ces vêtements dans la poubelle, mais d'aller soit leur donner une nouvelle vie en repartant, en redonnant ces vêtements à des amis, en les mettant sur des sites de vente en ligne de seconde vie. Il y a toute une partie aussi dont va vous parler certainement Cécile, sur toute la partie justement de l'éco-organisme qui collecte, qui trie, et derrière, il y a un système de mise en place de réutilisation, de recyclage de tous ces produits. Donc vraiment, bien sûr, le producteur, l'industriel, les distributeurs ont un rôle majeur à jouer dans le choix de leur matière, dans les process qu'ils vont utiliser, mais il ne faut pas négliger aussi le rôle du consommateur qui est aussi acteur dans toute cette partie-là. En dernier lieu, et puis je vais terminer là parce que je pense que mon temps est presque terminé, un autre point aussi assez important, puisque c'est quelque chose qui va apparaître bientôt sur vos articles, c'est toute la partie de la signalétique Triman, qui est là aussi une information qui va être apportée au consommateur, qui va l'informer qu'un certain nombre de produits font l'objet en fait d'une consigne de tri, que justement ces produits-là ne doivent pas être jetés, mais doivent derrière être collectés dans un endroit bien spécifique. Donc, c'est le fameux petit logo Triman que vous avez peut-être déjà vu, puisqu'en fait, il est déjà en œuvre pour certains secteurs d'activité et il l'était aussi sur le textile. Mais en plus, cette signalétique va être en fait accompagnée d'une information qui va préciser les modalités de tri. Donc là, vous avez un exemple, c'est pas du tout ce qui va forcément sortir. Donc le petit logo du petit bonhomme avec les 3 flèches, c'est bien le logo Triman, mais après, la signalétique, elle est en cours de réflexion dans le projet. Et donc, ça va être, par exemple, les vêtements ne se recyclent, ne les jetez pas. Donc, c'est vraiment une information qu'on retrouvera sur le produit ou sur son emballage et qui va permettre au consommateur de l'orienter, de mieux jouer son rôle aussi par rapport à tout ça. Donc, cette signalétique Triman, comme beaucoup d'autres
articles à l'heure actuelle ont des modalités de mise en application qui sont en cours de réflexion, notamment sur le signalétique Triman. Et là encore, on va avoir une date de mise en application de cette information à partir du 1er janvier 2022. Donc, ces 3 exemples dont je vous ai parlé, mais il y en a encore beaucoup d'autres dans la loi AGEC. Il y a toute une partie aussi du renforcement justement du rôle des éco-organismes sur derrière l'éco-modulation. Il y a toute une partie aussi sur les articles, la fin de la destruction des articles invendus, sur l'obligation de reprise, et j'en passe. Je pense que sur toute la partie derrière des éco-organismes, Cécile va prendre la suite aussi pour vous parler un petit peu du renforcement de ces éco-organismes dans la loi AGEC. Bah, la transition est toute faite. Merci beaucoup Karine, et le temps nous étant compté, je passe tout de suite la parole donc à Cécile Martin, hein, qui représente l'éco-organisme Refashion. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment vous voyez les mois qui se présentent devant nous, et notamment sur cette responsabilité élargie du producteur et le rôle des éco-organismes? Je vous donne la parole, Cécile, à vous. Oui, merci Denis, et merci à Karine juste avant aussi. Donc oui, Cécile Martin, donc je suis responsable innovation et recyclage au sein de Refashion, qui est l'éco-organisme de la filière textile en France. On va juste passer à la slide suivante. Donc oui, EcoTLC est né fin 2008 de la volonté des metteurs en marché afin d'établir une filière un peu plus durable. Donc c'est l'éco-organisme de la filière textile, d'habillement, linge et chaussures, donc TLC, qui a été agréé par les pouvoirs publics en 2009 dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur pour la filière textile. Donc, c'est une société privée à but non lucratif qui est gérée par 32 associés que vous pouvez donc voir ici sur la droite du slide, qui sont tous des distributeurs et fabricants de textiles ou chaussures. Donc, en tant qu'éco-organisme, on assure l'optimisation du coût de traitement de la fin de vie des produits issus de la consommation des ménages. Et je vais insister là-dessus, c'est vraiment tout ce qui est utilisation grand public, donc tous les produits neufs qui sont vendus en France et ensuite donnés par les citoyens français, soit via les bornes textiles, la reprise en magasin, etc. Donc, l'éco-organisme a pour vision, évidemment, avec tous les acteurs de la filière, d'établir une industrie textile 100% circulaire via le fonctionnement de cette filière REP en France, qui a pour but d'être responsable et exemplaire. Et il serait bon aussi de notifier que la France est le seul pays au monde actuellement où on a une REP sur la filière des textiles et chaussures. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Tout metteur en marché, donc ce sont les marques, distributeurs, fabricants de textiles et chaussures qui vendent des produits sur le marché français, sont assujettis à cette REP, et ce depuis 2007. Donc, les metteurs en marché deviennent adhérents de Refashion et paye une contribution. Hein. C'est pas une taxe, vu qu'on n'est pas un organisme public, mais c'est une contribution qui est calculée sur les produits mis sur le marché, selon un barème établi pour chaque catégorie de produits. Donc, les articles sont classés, que ce soit pour les textiles ou les chaussures, en très petites pièces, moyennes pièces et grosses pièces. Donc, il y a quelques centimes qui sont pris sur le prix de vente du produit, qui sont réservés pour la collecte, le tri et le recyclage en fin de vie, un petit peu comme on a sur l'électroménager et d'autres types de produits assujettis à la REP également. Donc, cette contribution, elle sert principalement à financer la gestion de la fin de vie des produits TLC. Donc, je mentionnais la collecte. Donc, on est principalement sur le tri en vue d'optimiser leur réutilisation et leur recyclage.
Et pour la filière textile, ça fonctionne particulièrement bien vu que tout ce qui est collecté et trié en France a un taux de valorisation assez élevé, avec une plus grosse part de réutilisation actuellement et un taux de recyclage également pour la partie restante. Actuellement, on est à 0,5% d'élimination des déchets ultimes sur tous les produits triés. Donc pour l'amont, donc la conception des produits, Refashion donc a créé avec le conseil des associés un barème éco-modulé qui permet en fait pour les metteurs en marché adhérents de bénéficier d'une réduction sur la contribution pour les produits qui seront donc éco-conçus. Donc ce barème éco-modulé vous est présenté juste là en bas du slide. Donc il y a actuellement 3 éco-modulations. La première concerne la durabilité et s'applique à la fois aux textiles et chaussures avec bien sûr des critères différents. Donc ces critères sont basés sur les tests qualité des produits. Donc l'éco-modulation permet donc un bonus de 50% sur la contribution pour les produits qui répondent aux critères de durabilité. Et les 2 autres éco-modulations concernent l'intégration de matières recyclées. Donc, il y en a une pour la matière recyclée qui est issue des déchets de production TLC qui donne un bonus de 25%. Et là, on demande à ce qu'il y ait 30% minimum de matière recyclée. Et l'éco-modulation 2 où il s'agit de matières recyclées issues de TLC usagées. Donc là, on demande 15% minimum. C'est juste un peu plus difficile au niveau technique et économique, mais du coup, le bonus est un peu plus important. Donc, non seulement on fournit ce système de barème éco-modulé pour les marques qui font des efforts d'éco-conception, mais on intègre également un accompagnement via une plateforme éco-design qui a justement été lancée là, il y a assez peu, là, il y a 15 jours, 3 semaines, qui donne justement des aides pour des outils de veille et des actions pour les marques pour justement se lancer dans l'éco-conception ou bien la renforcer. Donc, au niveau de la réglementation, on peut passer à la suivante, oui. Ouais, et il nous reste donc, très la peu réglementation, de temps. Oui, la réglementation donc, se précise. Donc, on mentionnait justement la loi AGEC donc, qui s'applique en France, mais il faut savoir effectivement qu'au niveau européen, on a également d'autres directives, dont la directive qui sera l'obligation de collecte séparée des textiles et chaussures usagées d'ici 2025 dans tous les pays de l'Union européenne. Donc là, il s'agira justement d'avoir des filières en place pour ne pas se retrouver avec une montagne de TLC usagés à traiter. Et plus spécifiquement dans le cadre de la France, la loi AGEC indique aussi l'obligation de collecter ces TLC usagés, mais comme l'a mentionné Karine juste avant, il y a également des obligations pour les marques et un renforcement des REP avec de plus en plus de produits concernés, donc qui seront assujettis à la REP. L'éco-modulation dont je viens de parler est identifiée comme premier levier de progrès justement pour l'amont, la conception. Et il faut savoir aussi qu'il y aura une hausse des contributions qui sera inévitable justement pour couvrir le coût de traitement croissant de la fin de vie des produits, donc dont les volumes sont amenés à grandir. Voilà. On a publié un petit essentiel de la loi AGEC spécifique à la filière TLC, justement en commun avec la Fédération de la maille et de la lingerie, pour expliquer justement aux metteurs au marché et à tous les acteurs de la filière en quoi ça les concerne spécifiquement.
Donc, le coût croissant de la fin de vie des produits, effectivement, il va y avoir heureusement, il y a des systèmes d'aide via des appels à projets justement pour pouvoir optimiser le coût de traitement de la fin de vie et mettre en place des filières industrielles, donc vraiment efficaces sur le territoire pour le recyclage et la réutilisation des textiles et chaussures usagées. Donc là, je vous ai mis une petite cartographie des appels à projets. Je pense que l'ADEME va un petit peu plus développer juste après. Mais je voulais juste présenter un peu ce qui se fait actuellement. Donc, on est sur des niveaux de TRL, donc c'est la maturité technologique des projets qui peuvent être déposés. Donc là, on est sur des niveaux de TRL un peu plus poussés. Donc, c'est tout ce qui concerne le développement et le déploiement des solutions. Donc là, on a fait la R&D, on a fait les projets d'innovation, mais maintenant, on essaye vraiment de pousser le développement de solutions à instaurer. Et ça s'applique sur tout le cycle de vie des produits, donc depuis l'éco-conception jusqu'à préparation, recyclage, tri, recyclage et intégration des matières recyclées dans les produits pour vraiment avoir toute la chaîne couverte. Donc, je vais juste détailler 2 appels à projets qui sont le Challenge Innovation de Refashion et l'appel à projet Flash de l'ADEME, qui concerne un peu plus, plus porté sur la fin de vie ici. Et on peut passer juste à la slide suivante. Donc, le challenge innovation de Refashion pour cette année. Donc, on met le focus justement sur les projets un peu plus poussés au niveau avancement. Donc, c'est vraiment des projets qui doivent déboucher sur des démonstrateurs industriels en vue de monter des unités industrielles de recyclage. On dispose d'un fonds global de 500 000 € et on pousse les projets sur 2 axes stratégiques. Donc là, ça concerne vraiment la fin de vie des produits. Donc, c'est tout ce qui est préparation des matières issues des textiles et chaussures usagées, comprenant par exemple le tri automatique, la préparation des vêtements, donc enlever tous les contaminants non textiles des vêtements, les boutons, les zips, etc. Et l'incorporation de matières recyclées au sein d'autres filières, donc soit la création de nouvelles matières et matériaux qui peuvent s'intégrer dans plusieurs filières, que ce soit revenir au textile ou bien partir sur vraiment des projets de recyclage en boucle ouverte, vers le bâtiment, l'automobile, etc. Donc là, l'appel à projet est actuellement ouvert jusqu'au 30 novembre. Et également, en complément de ça, on vient d'avoir aussi l'appel à projet investissement d'avenir Flash de l'ADEME qui a aussi ouvert il y a à peu près un mois. Pareillement pour développer des projets pour la fin de vie des produits. Mais là, cet appel à projet couvre tout le cycle de vie. Donc, il y a également possibilité de déposer des projets d'éco-conception et de création de nouvelles matières ou produits TLC. Ici, le fonds est un peu plus important, mais le but est le même, c'est vraiment de faire émerger des solutions industrielles innovantes pour avoir une filière en place en France, et ça a été démontré durant la période Covid où tous les marchés export étaient fermés, qu'on avait effectivement besoin de filières locales en place. Et ici, l'appel à projet de l'ADEME sera donc ouvert jusque fin avril 2021 pour un fonds un peu plus important, donc ouvrir vraiment des unités industrielles en place en France. Voilà, là, ça concerne des projets en France uniquement. Et je laisserai Léonard développer un peu plus sur ce point-là plus tard. Voilà, merci. Exactement. C'est charmant à chaque fois où vous faites les transitions, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Cécile. Alors, on a voulu croiser le regard d'un chef d'entreprise, Éric Boel, des tissages de Charlieu, une entreprise basée dans la Loire. Éric, vous êtes au téléphone. Oui. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce cadre à la fois normatif et réglementaire
Quels sont les messages que vous voulez porter auprès de nos participants? Je vous donne la parole et puis peut-être interagir avec les intervenants si vous souhaitez les réinterroger, les solliciter. Ok. Vous m'entendez bien là, ça va? Oui, très bien. Ouais. Oui, bonjour à tous. Et merci de me donner l'occasion d'aimer. Donc, en 2 mots, je m'occupe d'Atis Charlieu. On est une des 3 entreprises françaises. Alors, Eric, on vous entend déjà moins bien. Peut-être vous rapprocher d'une fenêtre. Ou... C'est mieux là? Non, allons-y. Ça va là? Ouais. Oui. Oui, donc on est une des 3 entreprises françaises qui utilisons l'affichage environnemental avec Decathlon et Okaïdi. Et on utilise dans notre process industriel 40% de fibres recyclées, biologiques ou issues de l'agriculture française, qui sont pour nous les 3 fibres écologiques. Donc, alors, ce qui me semble important de dire par rapport à tout ce qui est en train de se produire. On a en France les standards environnementaux et sociaux qui sont les plus exigeants de la planète textile. Clairement ce qui a provoqué le décalage de compétitivité que nous connaissons. En gros, si vous mettez nos normes environnementales et sociales en Chine, ils seront au même prix que nous. Le vrai sujet, c'est de valoriser ces standards, car aujourd'hui, les prix d'un produit ne tient pas compte de ces standards, mais uniquement du cycle industriel et de distribution. Donc la loi AGEC, l'écomodulation, les travaux sur la traçabilité, l'affichage environnemental, tout ça, c'est des extraordinaires leviers qui vont nous permettre de valoriser autre chose que le prix du cycle industriel et de distribution, mais également nos standards environnementaux et sociaux. Parce que, et alors ce qu'il faut savoir, et ça c'est, enfin, je crois que peu de monde se connaissent ces informations, parce que le plus puissant levier de décarbonation de la filière textile, qui comme chacun le sait est mondialisé à 95%, c'est l'augmentation de la production française. Je m'explique. En fait, le textile, c'est une industrie dans laquelle l'essentiel du processus industriel utilise l'énergie électrique. Le deuxième point, c'est que l'essentiel des impacts environnementaux d'un vêtement sont liés à ce processus industriel. C'est entre 30 et 60%. Quand je parle de l'impact environnemental, c'est évidemment de la matière première à la fin de vie. Le kilowattheure français, pour mémoire, il génère 100 grammes de CO2. Le kilowattheure chinois, il génère 1200 grammes de CO2. On est en facteur 12. Le Haut Conseil pour le climat estime que l'empreinte carbone de la France est 70% plus élevée que ses émissions. En clair, nos impacts sont principalement importés. Donc ça, c'est 70% à l'échelle de la nation, hein, mais pour le textile, évidemment, ils le sont à 95%. Donc pour atteindre la neutralité carbone, c'est ce que nous dit Corinne Lequéré, qui est présidente du Haut Conseil pour le climat, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la France doit baisser ses émissions importées de 65% durant les 30 prochaines années. Mais on a un souci dans l'industrie textile en France parce qu'on souffre d'un blocage mental puissant de l'ensemble de la nation. Tout le monde est convaincu qu'il n'y a plus d'industrie textile en France, enfin en tout cas ceux qui ne la connaissent pas. L'épisode des masques a prouvé l'inverse. Elle a démontré qu'en 1 mois et demi, l'industrie textile française était capable de reconquérir sa souveraineté perdue, avec 15 000 salariés qui ont démontré leur agilité, leur cœur et leur capacité à couvrir les besoins de la nation. En 1 mois et demi, il faut le faire. Pour que toutes ces futures lois et réglementations jouent leur rôle et valorisent nos standards et nos productions, nous devons nous concentrer, quand je dis nous, je parle aux industriels, aux unions, aux fédérations, à l'ADEME, à l'ensemble des forces vives de notre pays. Nous devons nous concentrer sur les 3 points clés suivants. 1, c'est la traçabilité. Le consommateur veut savoir, d'ailleurs c'est l'une des premières propositions de la Convention citoyenne, veut savoir comment et où sont faits les produits. Donc il y a un certain nombre de choses qui existent. On a parlé tout à l'heure de France Terre Textile, donc 75% des opérations industrielles doivent être faites en France. ETIC, European Textile Identity Card, une carte d'identité des textiles
dont Anne-Cécile d'Unitex s'occupe avec un certain nombre d'industriels italiens, espagnols, portugais et belges, pour qu'effectivement un produit, un vêtement qui a 2 opérations sur 4 qui sont faites en Europe puisse mentionner cette étiquette. Et enfin, l'étiquette universelle qui pourra être utilisée par tout le monde, sur laquelle on travaille dans le cadre du comité stratégique de filière. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire savoir où sont faits, où est fait la filature, où est fait le tissage ou le tricotage, où est fait l'ennoblissement et où est fait la confection. Ça nous semble absolument essentiel. Le deuxième point, c'est le score carbone. C'est également la Convention citoyenne pour le climat, c'est également le Haut Conseil pour le climat qui parle de ça. Donc, le score carbone, c'est une partie de l'affichage environnemental, mais c'est une partie essentielle et il est important qu'on puisse le mettre en avant. Le troisième point, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3. Et le troisième point, qui est délicat, c'est qu'il faut que l'industrie textile et les PME soient présentes lors des groupes de travail qui vont construire ces réglementations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, car ces groupes de travail sont trustés par les grands groupes de distribution qui seuls ont les moyens de dédier des personnes spécialisées lors de ces réunions. Donc, tout simplement, l'industrie textile française, c'est une myriade de PME où, évidemment, il n'y a pas de responsable développement durable et il n'y a pas de personnes dédiées à ces activités. Donc, on est en train de l'organiser. On a créé au sein de l'Union des industries textiles une commission développement durable et affichage environnemental que j'ai l'honneur de présider. Donc, pour tous ceux qui croient en ce combat, donc j'espère qu'il y a des industriels qui nous écoutent, merci d'envoyer un message à Unitex, donc à Anne-Cécile, ou à France Terre Textile, avec simplement la mention « Le textile français contre le changement climatique » ou « Acteur du changement climatique », pour simplement indiquer, pour ceux qui sont motivés sur ces sujets-là, qu'on puisse les mobiliser pour les travaux qu'on fait sur l'étiquette universelle, sur les groupes de travail sur l'affichage environnemental ou sur les différents travaux qui vont nous permettre de représenter la voix de l'industrie française dans ces réglementations et ces différents groupes de travail. Merci. J'ai pas été trop long? Non, message fort, précis. Merci beaucoup, Eric. J'en ai profité pour mettre dans le chat auquel ont accès tous les participants le contact d'Anne-Cécile et d'Unitex pour pouvoir envoyer votre propre manifestation d'intérêt. Merci, Eric. Je prends une question à l'attention de Karine Sfar, une question que nous a posée donc une participante à ce webinaire. La signalétique Triman, Karine, est-ce qu'elle concerne les entreprises B2B et leurs produits? Alors, pour l'instant, non, puisqu'en fait, cette signalétique Triman en fait, concerne tous les produits qui, à l'heure actuelle, font déjà l'objet d'une consigne de tri. Donc, c'est-à-dire en fait, qui sont soumis à une REP, responsabilité élargie du producteur. Et à l'heure actuelle, dans la partie de la filière textile, habillement, linge de maison et chaussures, en fait, ce sont seulement les produits mis sur le marché, donc les produits à destination des ménages qui sont concernés en fait par cette REP et pas les produits B2B. Donc, pour l'instant, cette signalétique Triman sera en lien donc avec ces produits qui font l'objet donc déjà qui sont en fait soumis à la contribution éco-TLC. Mais à terme, il est clair que, comme vous le disiez Cécile, les REP vont élargir leur domaine d'application entre guillemets et qu'il va y avoir de plus en plus de produits qui vont être concernés par ces REP. Et donc, les produits en B2B font certainement aussi l'objet derrière d'être regroupés dans un éco-organisme, d'une consigne de tri, etc. Très bien. Merci. Voilà, parfait. Merci Karine pour votre réponse. Je vous propose une seconde partie de notre webinaire pour aborder la question des dispositifs d'intervention de l'ADEME et de la région en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a peut-être un micro ouvert. Si tous les participants qui n'interviennent pas peuvent fermer leur micro. Je passe donc la parole à un duo
Donc, Cécile Bernard pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et Léonard Bonissas pour l'ADEME, vous allez nous parler du déploiement de l'économie circulaire sur la région et des dispositifs d'intervention à disposition des entreprises. Bonjour, donc nous faisons cette intervention à deux voix avec l'ADEME, parce qu'effectivement, l'ADEME et la région travaillent en partenariat pour le développement de l'économie circulaire. Donc, je vais commencer par une petite introduction sur les objectifs de la région en matière d'économie circulaire, et les dispositifs seront vraiment présentés à deux voix de manière à ce que vous voyez la complémentarité entre nos modalités d'intervention. Alors, en ce qui concerne la région est chef de file en matière de planification déchets et économie circulaire. L'économie circulaire étant effectivement à l'interface de notre compétence développement économique et planification des déchets. Et c'est bien tout l'intérêt d'être là ensemble aujourd'hui, l'économie circulaire comme vecteur de développement économique, de relocalisation, mais également comme vecteur pour l'économie de ressources et réduction des déchets. Donc, nous avons un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires qui a été voté en décembre 2019 et pour la composante déchets économie circulaire, dans lequel nos élus ont affiché l'ambition de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes une région leader en matière de prévention, de gestion des déchets et d'économie circulaire. Donc, nous avons l'ambition de réduire la quantité de déchets de 12%, aussi bien sur les déchets ménagers et assimilés que les déchets d'activité économique d'ici à 2030, de réduire par deux la part d'enfouissement, donc qu'elle passe de 24% à 10% des quantités de déchets produites d'ici à 2031, et d'augmenter la valorisation matière de 54 à 70%. Donc, même si la filière textile, linge et chaussures a effectivement des très bonnes performances, comme nous l'expliquait la précédente intervenante, il y a certainement encore des marges de manœuvre et d'amélioration pour augmenter le taux de valorisation matière et réduire la quantité de déchets produites sur cette filière. En ce qui concerne l'économie circulaire, nous avons l'ambition de créer 30 000 emplois locaux non délocalisables et d'atteindre une consommation, de permettre une réduction de la consommation de ressources de 30% par rapport au PIB d'ici à 2030. Donc, des objectifs très ambitieux affichés dans ce schéma. En juillet 2020, dans le cadre du plan de relance économique, donc nous avons un chapitre dédié qui s'intitule « Une région qui concilie environnement et économie ». Donc, dans ce plan de relance, nous avons 6 axes stratégiques autour des énergies renouvelables, autour de la filière hydrogène, autour de la biodiversité, mais un chapitre dédié à l'économie circulaire. Et nous avons donc voté une feuille de route économie circulaire qui identifie 5 axes d'intervention pour développer l'économie circulaire, dont l'engagement des entreprises et des filières, parce que nous pensons que les dynamiques de filières peuvent être vraiment un levier pour développer l'économie circulaire. Donc, pour travailler et accompagner les filières, nous avons la volonté de mettre en place des accords volontaires de filière économie circulaire. Je viendrai à la diapositive suivante. Nous accompagnons le développement des projets d'écologie industrielle et territoriale. Nous soutenons également les projets d'éco-conception et d'éco-innovation et nous voulons soutenir l'économie de la fonctionnalité. Donc, Denis a tout de suite passé à la diapo suivante. Donc, un accord volontaire de filière économie circulaire. Ah, tu as vraiment une diapo d'avance là, Denis. 2 diapos d'avance. Voilà. Donc, non, tu peux redescendre aux accords de filière. Donc, des accords volontaires de filière économie circulaire. Donc, c'est une dynamique que nous souhaitons mettre en œuvre avec l'ADEME en partenariat avec tous les représentants de la filière, de l'amont à l'aval, qui s'engagent sur des objectifs communs en matière d'économie circulaire et qui le déclinent dans un plan d'action pluriannuel à 2 ou 3 ans. Donc, il s'agit de mettre en œuvre une stratégie collective en faveur de l'économie circulaire, de promouvoir des solutions opérationnelles à définir avec les acteurs, qui peuvent être de l'éco-conception, de la valorisation des matériaux recyclés ou d'autres choses. Ça peut être également l'accompagnement d'entreprises vers des nouveaux modèles économiques. Je pense par exemple à l'économie de la fonctionnalité, mais ça peut être également des choses autour de nouveaux modes de consommation. Et donc, d'accompagner les entreprises
face aux nouveaux défis auxquels elles sont confrontées et en intégrant l'économie circulaire dans ces nouvelles stratégies. Donc, on a un premier accord volontaire de filière qui a été signé avec la plasturgie et les composites qui a été donc voté en assemblée plénière en juillet 2020 et la signature de l'accord a eu lieu la semaine dernière à Oyonnax. Et nous avons le projet de signer d'autres accords volontaires de filière, notamment avec les filières bâtiments et travaux publics et la filière textile. Donc, vous allez peut-être me dire pourquoi la filière textile. Autant la plasturgie et le BTP sont des filières prioritaires de notre plan régional d'économie circulaire en raison de la quantité de déchets produits et du nombre d'emplois créés. La filière textile est sans doute une plus petite filière au niveau importance quantitative en Auvergne-Rhône-Alpes et a certainement moins de déchets que les travaux publics ou la plasturgie. Par contre, si on a souhaité travailler avec l'industrie textile, c'est parce qu'on sait qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des dynamiques intéressantes et qu'on veut les soutenir. Donc, la diapo suivante, qui maintenant présente les dispositifs d'animation et de soutien à l'économie circulaire. Donc, cette première diapositive, je ne la détaillerai pas. C'est pour vous dire qu'on a un certain nombre que la région et l'ADEME soutiennent différents réseaux d'acteurs pour accompagner l'économie circulaire et que nous avons différents programmes partenariaux, notamment avec les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers pour soutenir l'économie circulaire. Nous travaillons également avec la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avec le réseau régional des ressourceries et avec le CIRID, notre partenaire relais pour l'économie circulaire. Également, vous dire que la région et l'ADEME pilotent l'Observatoire régional des déchets qui va intégrer en 2021 les déchets d'activité économique, puis les ressources, et que donc la contribution de tous les acteurs économiques à cet observatoire déchets d'activité économique et ressources est essentielle pour qu'on puisse mieux connaître les matières à recycler, les matières premières recyclées, les ressources économisées, de manière à mettre en avant les performances de la filière en matière d'économie circulaire. Donc, on va maintenant présenter les dispositifs en faveur des entreprises. Cécile, si je peux me permettre, ouais. Juste avant, il y a une question qui concerne plus particulièrement les accords volontaires de filière. Une entreprise demande si elle peut participer et comment participer à ces accords volontaires. Faut-elle qu'elle se rapproche de son organisation représentative ou une tête de réseau? Oui, actuellement, donc Odile Fort-Rocher pourra y répondre plus précisément, mais c'est effectivement, on travaille actuellement avec les syndicats professionnels, les centres techniques et les pôles de compétitivité. Je ne sais pas si Odile peut en dire un peu plus ou si on reprendra d'autres questions en fin d'exposé. Mais effectivement, bien évidemment, il y a les représentants professionnels, mais les entreprises seront, via leurs représentants professionnels, invités à préparer ces travaux. Merci beaucoup pour ce complément. Je vais prendre le relais. Merci beaucoup pour présenter différents dispositifs, alors assez succinctement, puisque comme vous aurez la présentation et que les liens hypertextes peuvent être cliqués, vous aurez les détails des dispositifs. Cette slide, elle présente des dispositifs d'aide à la décision, donc essentiellement des aides à l'innovation, hein, il faut le dire. Donc d'une part, Innovert, qui est le guichet régional ADEME, BPI, région pour l'innovation. Un appel à projet spécifique de l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes sur l'éco-conception qui s'appelle AuraPeps, qui va être republié là très prochainement avec une date prochaine de soumission en janvier 2021. Une initiative qui s'appelle le Relief, qui est cofinancée par la région et par l'ADEME et qui est mise en œuvre par le CIRID et qui concerne l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, pour faire rapide, hein, c'est la vente d'un
d'un usage plutôt que la vente d'un produit. Si on peut prendre un exemple dans le textile assez classique, c'est par exemple les linges hôteliers ou les linges de santé ou d'hygiène, qui sont par exemple Elis fait de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'elle vend l'usage de linge plutôt que le linge lui-même. Et donc on a une initiative qui s'appelle Relief et qui vise à engager une vingtaine d'entreprises dans cette démarche-là, donc avec différentes animations et l'intervention d'experts. Le dispositif qui suit, c'est un dispositif qui a été renommé, qui auparavant s'appelait TPE-PME gagnante sur tous les coups et qui vise pour un prix relativement modique d'aller faire intervenir des experts dans des PME pour faire un diagnostic complet de leur flux et de leur proposer des solutions d'économie qui sont généralement à la fois des économies de matière et surtout des économies financières. Donc, désormais, c'est BPI France qui pilote cette initiative auprès de toutes les PME et donc n'hésitez surtout pas à solliciter BPI France sur ce sujet. On finance par ailleurs à l'ADEME différentes études de diagnostic et d'études de faisabilité sur le recyclage, sur des démarches d'évaluation des flux, notamment la méthode MFCA que je ne vais pas détailler ici, mais que je vous invite à peut-être à vous intéresser parce que c'est une méthode assez puissante. Et également des études de synergie multi-acteurs sur l'écologie industrielle et territoriale. Cécile, sur l'industrie du futur, je peux peut-être juste te laisser dire un tout petit mot sur votre initiative. Oui, donc sur Industrie du futur, on a une aide en accompagnement à l'ingénierie pour les entreprises qui souhaitent améliorer leurs procédés en vue d'une meilleure consommation des ressources. Donc voilà, c'est une aide en ingénierie. La slide suivante concerne. Alors, vas-y, je t'en prie. Je fais la première ligne d'aide dans le cadre du plan de relance régional. Donc, on a un nouvel appel à projet qui vise à aider les entreprises qui ont un projet de développement de leur capacité de production, soit une nouvelle implantation, soit un projet de développement endogène. Donc là, c'est vraiment un appel à projet qui vise à relocaliser l'industrie et à aider tout projet de développement industriel en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, même s'il n'y a pas une composante économie circulaire, on est vraiment là dans la logique relocalisation. Et donc à l'ADEME, on a également différents appels à projets dans le cadre du plan de relance national, pour le coup, qui sont notamment le fonds de décarbonation de l'industrie, alors qui va peut-être pas concerner très spécifiquement la filière textile, parce qu'il y a quand même une grande part qui concerne plutôt des aspects énergétiques et chaleur, mais il y a sans doute aussi des process chez certains industriels qui pourraient peut-être faire l'objet de ces initiatives-là. Et puis, on a une initiative qui a été lancée il y a 10 jours, qui s'appelle Orplast, que certains peut-être connaissent, et qui consiste à incorporer de la matière recyclée dans des process de production de produits, et donc notamment les textiles peuvent tout à fait faire l'objet de réincorporation de matière recyclée. Donc ça peut être une filière intéressante. Et puis enfin, on a une initiative très spécifique sur le textile, donc c'est l'appel à projet Flash que citait Cécile Martin, que je décris dans la slide suivante, et qui est financé par le programme Investissement d'avenir, par le PIA, et qui vise à développer des démonstrateurs pour le recyclage des textiles, chaussures et accessoires de mode, avec 6 grands axes que je ne vais pas détailler parce qu'ils ont déjà été un petit peu cités auparavant. Mais pour vous dire un petit peu les caractéristiques des projets, on attend des projets
jusqu'à 5 partenaires, des projets supérieurs à 1 million d'euros et qui seront financés sous forme de subventions et d'avances remboursables. Alors c'est des projets en fait assez classiques finalement pour le PIA ADEME en termes de caractéristiques, mais on souhaite vraiment faire un focus fort sur cette filière-là parce qu'on n'a pas jusqu'à présent pu financer de projets très nombreux sur la filière textile dans le cadre du PIA. Et pourtant, les enjeux sont très très forts. Voilà, donc je recite les deux dates limites de soumission qui sont le 30 novembre de cette année et la date finale qui est le 30 avril 2021. Merci beaucoup. Merci Cécile, merci Léonard pour cette présentation des dispositifs d'intervention, à la fois aux projets et aux investissements. Nous allons rentrer dans une dernière partie de cette séquence de webinaire avec notamment une question qui a été posée par une participante de nouveau. La loi AGEC, le sentiment qu'a cette personne, c'est qu'elle semble principalement s'adresser aux entreprises qui adressent le marché en B2C, par l'info du consommateur, l'affichage notamment. La question est la suivante: dans quelle mesure cette loi va-t-elle impacter les entreprises françaises qui travaillent en B2B? Qui veut répondre à cette question? Je veux bien, moi. Et Eric Boel. Vous m'entendez là, ça va? Parfaitement. Ouais. Évidemment que ça va également impacter les entreprises qui travaillent en B2B, puisque au bout du compte, le produit va bien aller vers le consommateur final. Et nous, industriels de l'amont, qui travaillons en B2B, nous contribuons évidemment aux impacts environnementaux, en l'occurrence qui sont bien plus favorables que les processus industriels importés. Et donc, on est un des éléments du dispositif et des acteurs essentiels qui vont permettre aux donneurs d'ordre qui vont utiliser des produits qui sont fabriqués en France de pouvoir valoriser les baisses d'impact, l'économie circulaire, etc. Donc, et par ailleurs, dans l'économie circulaire, on imagine difficilement que si on met en œuvre des processus qui permettent de récupérer les vêtements post-consumer et ensuite de les défibrer, de les trier, de les défibrer, de les délisser, etc. et d'en refaire du tissu ou de la maille et ensuite des vêtements ou d'autres articles, qu'il sera bien plus intéressant et bien plus logique d'avoir un processus qui se fasse intégralement en France ou en Europe ou en Euromed. Donc on est évidemment en B2B des acteurs essentiels de tous ces dispositifs. Si je peux compléter, oui, comme disait Eric, de toute façon, l'information qui va être demandée et apportée vis-à-vis du consommateur, c'est une somme d'informations qui émane de l'ensemble de la production, de la matière première jusqu'à la réalisation du vêtement. Donc, tous les acteurs de la filière sont bien sûr concernés. Et pour compléter ce que dit Eric aussi, ça sera beaucoup plus facile puisqu'en fait, vous avez vu qu'un certain nombre d'informations de cette loi AGEC en fait va reposer sur la traçabilité, sur la connaissance de l'ensemble des informations de la production du vêtement, que ça soit après pour intégrer des informations comme la quantité de fibres recyclées, comme la liste des substances dangereuses qu'il y a dans les articles, comme l'affichage environnemental. Ça sera beaucoup plus facile pour une entreprise qui met sur le marché, si elle a travaillé avec une filière française ou européenne où elle a beaucoup plus de facilité à récupérer les informations, elle est sur du flux beaucoup plus tendu, elle est beaucoup plus souvent sur des systèmes de partenariat avec ses fournisseurs, de récupérer cette information pour pouvoir derrière répondre en fait à cette traçabilité, à cette transparence vis-à-vis derrière du consommateur et ce qui sera demandé dans la loi. Merci pour vos réponses. N'ayant pas d'autres questions, on les a également traitées au fil de l'eau, hein, comme vous l'avez vu
Je vous propose d'aller à la conclusion de cette séquence webinaire. Évidemment, de remercier l'ensemble de nos intervenants par vos éclairages, des éclairages riches. Remercier également les partenaires qui ont organisé cette séquence aujourd'hui. En tout premier lieu, la région Auvergne-Rhône-Alpes, par son appui financier, son appui technique, on le voit, hein, par notamment la valorisation à la fois d'une perspective d'accord volontaire de filière, et puis déjà aujourd'hui un certain nombre de solutions pour les entreprises en matière d'investissement, de co-investissement. Unitex, Tectera, qui sont aussi partie prenante de cette semaine sur l'économie circulaire. Je vous remercie toutes et tous. Demain, nous nous retrouverons pour le 4e webinaire. Vous avez dans le fil de discussion le lien pour vous inscrire, pour ceux et celles qui ne sont pas inscrites. Le sujet sera les circuits courts dans l'industrie textile, et avec un certain nombre d'intervenants que je vais citer. Cette table ronde sera animée par Olivier Ballas, le président d'Unitex. Et en intervention, nous aurons Grégory Poiset de Boldoduc. Nous aurons également Annick Géane, présidente de France Terre Textile. Paul Monclos, président du groupement Savoir-Faire Ensemble pour le label Savoir-Faire Ensemble, Yves Dubief, vice-président, ainsi que l'équipe 1083, Thomas Hurez qui en est son président. Je vous remercie toutes et toutes, je vous souhaite une très bonne journée et puis vous retrouverez cet enregistrement très prochainement via un lien dans vos boîtes mail pour pouvoir revivre et retrouver toutes les données qui ont été partagées à travers le support de la présentation. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.